tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Salut Jerry. Salut professeur Reggie. On a aujourd'hui une invitée que j'avais très très hâte d'avoir. Je vais la laisser se présenter, puis on va rentrer dans le vif du sujet, mais bref, je te laisse te présenter. Bonjour les gars. Salut Émilie. Me présenter Émilie Saint-Aubin. Mon titre officiel, c'est directrice des finances chez Third Bridge. Donc voilà, je suis avec Third Bridge depuis plus de 7 ans maintenant. Oui. Bonjour Émilie. Merci encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça nous fait plaisir. Écoute, Third Bridge, j'aimerais que tu me dises juste un peu dans quel domaine œuvre Third Bridge, parce que c'est en lien aussi à pourquoi je t'ai vu aujourd'hui. Mm-hmm. Puis que tu nous parles de ce domaine-là, qui n'est pas un domaine qu'on... En tout cas, bref, je vais te laisser aller, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. On va lever le mystère tout de suite. Oui. Third Bridge, on fait du développement logiciel sur mesure. Donc, on développe des applications mobiles et logicielles, multiplateformes, qu'on va dire, pour des clients. Fait que c'est pas une entreprise qu'on fait des produits. On offre un service de développement, des produits qui sont vraiment adaptés à la réalité du client. Quand on dit développer des apps, là, ça veut-tu dire que si jamais j'ai l'idée d'un jeu, d'une app, là, je vous appelle, puis c'est ça que vous... Est-ce qu'il faut que j'ai une idée ou je dis, hey, j'ai telle idée, vous arrangez tout, puis vous me remettez de clé en main? Comment... Ça se passe pas nécessairement comme ça, mais oui, là, les gens vont nous appeler avec des idées. Ça peut être un jeu, ça peut être une application qui est plus pratique. Puis c'est plus dans ça qu'on œuvre. Là. Des jeux, on n'en fait pas vraiment. Mais des fois, il y a des aspects plus gamification dans les apps qu'on va faire. Mais oui, c'est un peu comme ça. Là. Les gens vont avoir une idée de produit, puis ils vont nous appeler, puis on va développer ça avec eux conjointement. Fait que vous avez une équipe de programmeurs des programmeurs, des gens qui vont plus aider au niveau de la conception. On a une grosse équipe de design aussi. On a une équipe de testeurs qui vont faire les tests là-dessus après pour livrer un produit qui fonctionne bien. Évidemment. Êtes-vous un petit peu dans l'intelligence artificielle puis le kit? C'est quelque chose que vous voulez vous aligner? Il y en a un peu dans... Tu sais, on va l'intégrer dans certains produits qu'on fait, mais c'est souvent, c'est des... Comment on appelle ça? C'est des plugins, là. C'est des trucs qui existent déjà qu'on va pouvoir intégrer à notre... À nos outils, mais il faut on n'intègre pas du AI juste pour intégrer du AI. Il faut vraiment qu'il y ait une utilisation puis une fonction là, intéressante pour le client puis pour le produit. Là. Puis, est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Est-ce que tu me permets de tutoyer pour les choses? J'ai commencé. Oui, c'est ça. Vas-y. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'un walkthrough? Comment ça fonctionne quand un client vous appelle? Jerry vous appelle. J'ai une idée de malade, je veux faire un logiciel qui a rapport avec l'espace ou quoi que ce soit. Comment ça fonctionne? Comment vous prenez le client par les mains? Jusqu'à quel point il doit avoir une idée de sa conception, de son output, de ce qu'il veut? Ça ne doit pas nécessairement être... Ça peut être très, très clair puis très défini, mais en même temps, on va probablement remettre bien des choses en question, même si ça a été fait, là, parce que... Puis ça va dépendre si le client a juste une idée, la démarche va être un petit peu différente de si le client a il y en a beaucoup qui ont déjà un produit qui vont nous approcher, puis là, on va pouvoir aussi regarder ce qui a été fait puis remettre tout ça en question. Mais la première étape, c'est vraiment la stratégie. Fait que c'est de voir c'est quoi le problème qui va être adressé avec cette idée-là, parce que il y en a beaucoup de clients qui vont nous approcher avec des idées, puis là, on se rend compte, pas sûr que tu devrais investir autant d'argent là-dedans. Puis c'est aussi d'amener le client à y réfléchir, puis on veut pas que les gens investissent, notre but c'est pas faire des sous pour faire des sous, il faut que ça fonctionne bien, puis il faut que ça ait une utilité, fait que la personne, elle sera pas plus satisfaite, ça arrive, puis on fait exactement ce que tu veux, puis après ça, ça marche pas, c'est pas une relation à long terme, puis c'est pas satisfaisant pour personne de faire ça. Fait que c'est de questionner un peu l'idée puis d'aller faire des tests utilisateurs. Fait qu'après, de réfléchir, c'est qui le end user, l'utilisateur à la fin de ce produit-là, puis de voir c'est quoi les besoins de ce client-là, parce que la personne peut avoir des super bonnes idées, puis OK, je veux faire cette fonctionnalité-là, puis là, c'est un gros produit qui va coûter super cher, puis nous, c'est de ramener ça au MVP, là, au Minimal Viable Product, la plus petite version, la plus petite itération qui va fonctionner, qui va pouvoir être utilisée pour bâtir après là-dessus. Ça, c'est comme la meilleure façon de fonctionner dans le milieu. Là. Parce que... Question par rapport à ça. On va reprendre l'exemple de l'astronaute. De l'astronaute. Moi, disons que je fais un produit qui permet d'améliorer la vitre de l'astronaute. Ouais. Je vous approche avec une application. Mon réflexe à moi, on s'entend, je ne suis pas en marketing ni en développement d'application, il y a probablement peu de personnes qui vont avoir besoin d'utiliser l'application pour polariser, on va dire, la vitre d'un astronaute. Est-ce que c'est le genre... Est-ce que malgré tout, vous allez essayer d'écouter le projet, voir s'il y a
un marché potentiel ou une utilité potentielle pour les utilisateurs, ou vous faites plus des projets qui sont mainstream, on va dire, pour des sociétés qui doivent rejoindre vraiment un marché de masse? Bien, en fait, ça dépend. Tu sais, si après, tu me dis, toute ma gang d'astronautes va l'utiliser puis ça vaut la peine, tu sais, nous, on fera pas le plan d'affaires pour le produit. Ça, c'est pas notre responsabilité, mais on a quand même une responsabilité de dire, as-tu des users pour ça? Est-ce que ça va être lucratif? Puis, il y a toute une réflexion aussi à avoir puis une éducation à faire avec le client pour ceux qui sont moins habitués à travailler avec les produits logiciels, c'est que c'est jamais réellement terminé. Fait que, tu sais, c'est pas, OK, j'investis, mettons, j'ai 100 000, on va faire une app, ça va marcher. C'est pas, tu sais, en bout de ligne, il risque d'avoir d'autres investissements à faire parce qu'il faut revisiter, il faut faire de la maintenance, il faut remettre à jour. Tu sais, comme la techno, ça évolue, c'est comme un peu une maison, puis on fait le parallèle des fois où ta maison, oui, tu sais, ça va coûter un gros montant au début, tu vas la construire, mais c'est sûr qu'il va y avoir des réparations à faire, des choses à mettre à jour. Fait que c'est un peu comme ça le produit logiciel. Puis après ça, souvent, en faisant le minimal viable product, ben c'est justement de couper les coûts le plus possible pour que tes sous soient bien investis. Puis qu'après, ben si tu as encore un budget, ben tu peux réinvestir dans des fonctionnalités qui vont être réellement utilisées. Parce qu'il y en a plein qui vont arriver avec plein d'idées. Puis après ça, quand tu les mets en pratique, ben c'est pas réellement nécessaire ou c'est un nice to have, mais c'est pas un must have. Fait que c'est un peu de faire le tri à travers tout ça. Mais oui, on va essayer de s'assurer que le produit va être utilisé puis va être pertinent et pour la personne, le client, et pour les end users surtout. Là. Il y a 2 éléments dans ce que tu viens de répondre que je trouve essentiels en tant qu'entrepreneur, que je devrais me poser la question puis qui s'applique très bien à ton entreprise, mais aussi, je dois faire un parallèle avec la fiscalité de ce que nous, on a, puis ça va très bien le type de situation qu'on vit. Tu as dit, identifier, parler avec le client, c'est quoi ton besoin avant de développer un produit. Mm-hmm. Ça, des fois, c'est dans l'étape d'une vie d'un entrepreneur ou d'un projet. C'est quelque chose, des fois, qu'on a de la misère à identifier. C'est quoi mon besoin initial? Puis où est-ce que je m'en vais avec ça? J'ai une bonne idée. OK, mais ton idée, est-ce qu'elle répond à un besoin existant? Mm-hmm. Est-ce que c'est un besoin que tu vas créer? Est-ce que... Puis ça, je trouve ça super intéressant que tu dis, prends des choses, on va parler avec le client. En as-tu vraiment besoin? Et... Faut pas citer quelqu'un que... C'est pas voulu en plus. Mais en as-tu vraiment besoin? Puis l'autre chose, c'est le MVP. Ouais. Minimal Viable Product. Parce que c'est à partir de cette étape-là, d'habitude, quand tu vas aller chercher du financement, d'autres investisseurs, ils vont te demander, souvent, ça va être ce qu'on appelle le stage, je pense, c'est seed, là, quand tu as un MVP. Fait que, tu sais, est-ce que tu es au stage seed, c'est-à-dire, est-ce que tu as un Minimal Viable Project pour français, ça serait un produit minimum viable. Oui. Je pense qu'on pourrait dire ça, là, oui, un produit minimum viable qui peut, que là, les investisseurs vont faire comme, OK, tu as quelque chose, oui, ton projet vaut de quoi, et intéressant de dire, regarde, voici ce que tu veux à la fin, on va ramener ça au minimum, puis à ce moment-là, si tu veux investir plus, tu peux mettre tes sous, mais tu peux aussi, là, c'est le temps d'aller voir des investisseurs, d'aller voir des banques, dire, hey, veux-tu m'aider? Regarde, j'ai un produit ici, je suis capable de faire de quoi avec ça. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis votre clientèle, c'est du monsieur, madame, tout le monde ou c'est des sociétés publiques? C'est plus rare, là, les monsieur, madame, tout le monde. Des gens avec des bonnes idées d'app, là, on en a eu des centaines, là, je ne sais pas combien, là, mais il y en a tout le temps plein. L'idée... Oui, ça peut être bien, là, mais après, le concrétiser, c'est ça qui est plus compliqué, puis ça prend des ressources et bon. La réalité des choses, nos clients, habituellement, c'est plus des corporations, des clients un petit peu plus gros. Il y a différentes tailles, ça dépend. On a eu des startups qui avaient besoin, qui étaient très, très axés numériques, qui avaient vraiment besoin d'un produit pour que ça fonctionne. Puis on a des très, très grosses compagnies aussi qui ont des budgets plus importants. Si je parle à mon équipe de vendeurs, mon équipe marketing, là, on va définir notre clientèle cible par des leaders d'industrie. Nos plus grands domaines, c'est retail, donc commerce de détail, medtech, fintech. Mais c'est des leaders d'industrie dans le sens... Fintech, c'est quoi? Finance. OK, fintech, j'avais compris. Je pensais qu'il y avait un mot avant, fintech. Non, fintech. Medtech, c'est la médecine, puis fintech, les finances. Okay. Des leaders d'industrie, dans le fond, des gens qui veulent se démarquer avec le numérique, qui veulent nécessairement investir qui ont des budgets aussi pour investir là-dedans, là. Puis qui vont amener des nouvelles idées dans leur domaine. Donc, voilà. Pour terminer, j'ai oublié de dire mon parallèle avec la fiscalité, quand on disait d'identifier le client, d'identifier son besoin. Combien de fois, des fois, les clients viennent nous voir en fiscalité, viennent te voir en fiscalité, puis nous disent je veux tel produit. Puis l'exemple qu'on voit souvent, puis je crois que tu as déjà eu, oui. La fiducie. Tu sais, je suis avec
J'étais avec André, je suis sur le terrain de golf. André me dit qu'il y a une fille d'ici, je veux une fille d'ici. Ouais. Oui, mais t'en as-tu vraiment besoin? C'est pas grave, j'en veux une. Non, mais t'en as pas. Pas grave. Regarde, si t'insistes, on va en mettre une en place. Ben oui. Mais c'est pas tout le temps nécessaire. Puis, élément que je trouve super intéressant avec votre entreprise, c'est que vous êtes une entreprise familiale, mais pas une entreprise familiale dans la structure classique du terme. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Ben oui, je peux t'expliquer un petit peu l'historique, puis on va y arriver, là, mais tu sais, ThirdBridge a été fondé par 4 étudiants à la base, 4 amis, dont mon plus jeune frère Nicolas, qui était dans le lot, et Pierre-Étienne, notre président. Puis c'était un projet d'études, ils cherchaient un stage, puis ils ne trouvaient pas ce qui était offert, là, c'était pas à leur goût, fait qu'ils se sont incorporés pour créer leur propre stage. Ça a été accepté d'ailleurs par Poly, Polytechnique de Montréal. Bref, ils ont parti le projet, puis c'était à temps partiel, ils faisaient des apps. À l'époque, le mobile n'était pas si connu. Fait qu'ils ont commencé là-dedans, c'est devenu plus sérieux. Il y en a 2 qui ont décidé d'aller se trouver des emplois plus standards sur le marché du travail. Puis eux ont continué. Puis après ça, Alexandre, mon grand frère, s'est greffé à l'équipe parce qu'il est développeur aussi de formation. Et moi, je suis venue aussi par la suite. Fait que c'est devenu une entreprise familiale avec mes 2 frères et Pierre-Étienne, alors que ça ne l'était pas à la base. Et je vais me permettre quelques questions plus... Vas-y. Je ne vais pas dire intimes, mais professionnelles et personnelles. Comment ça se passe pour le pauvre Pierre-Étienne, qui est le seul à ne pas être un membre de la famille de sang? Parce que peut-être qu'avec le temps, il devient comme un... On l'a comme adopté avec le temps. C'est c'est la blague ça. qu'on fait souvent. Là, puis il faudrait peut-être lui demander directement pour avoir la vraie réponse. Mais je pense que ça se passe bien pour Pierre-Étienne. Il est encore là. Ben oui. Puis il est encore à fond et il travaille super fort. Non, ça va super bien. L'atmosphère, la dynamique, en fait, est super efficace, je pense. Avec le temps, ça nous a vraiment aidés. Puis j'espère que c'est pas trop lourd pour lui, mais tu sais, j'ai souvent parlé. Puis là, maintenant, on n'est plus juste les 4 à prendre des décisions. Là. Il y a des directeurs, puis on est beaucoup plus autour de la table quand on prend des décisions pour l'entreprise. Mais ça a toujours été une force qu'on soit les 4 parce que c'était très rare. En fait, c'est jamais arrivé qu'on était les 3 Saint-Aubin contre Pierre-Étienne dans des décisions. C'était souvent 2-2, puis pas toujours les mêmes. Fait que ça a vraiment été une force d'être les 4, qu'on a tous un peu des profils différents puis des façons de réfléchir différentes pour prendre des décisions, pour aller plus loin, pour... tu sais, si ça avait juste été moi qui est super conservatrice, qui veut pas prendre de risques, tu sais, ça prend un Pierre-Étienne que lui, il est comme, OK, on fonce, on fait des projets, on croit, on fait plein de choses. Ouais, ça a été vraiment un atout, puis je pense que ça nous a beaucoup aidés. Mais c'est sûr que des fois, il y a eu des petites discussions, là, puis on pourra en reparler, là, On va en parler. Ça peut être un peu inquiétant, là, pour, tu sais, au départ, 3 Saint-Aubin, c'est sûr que quand on a réfléchi à une convention d'actionnaires, on a prévu certaines choses pour qu'ils se sentent à l'aise, là, puis c'était important pour nous, justement, qu'ils se disent pas, bon, ben, les 3 vont s'allier, puis ils vont me sortir quand ça fera plus leur affaire, là. Fait que, ouais. En termes d'opposition de point de vue, ça, j'ai trouvé ça intéressant dans ce que tu viens de dire, en fait. Qu'est-ce que ça amène de positif ou négatif d'avoir justement des points de vue vraiment différents autour d'une table qui prend des décisions à long terme pour une entreprise? Bien, ça amène la discussion puis l'argumentation. Là. C'est sûr que si tout le monde est d'accord puis tout le monde est super conservateur, bien, ça va être facile de dire, OK, ben statu quo, on bouge pas les choses, on n'amène rien de nouveau. Puis après, là, je suis pas nécessairement ça. Là. Je fais un extrême avec ma réponse, mais ça pousse plus loin la discussion, ça pousse plus loin l'entreprise, ce qu'on fait, les essais-erreurs, tout ça. Ouais, je pense que ça a créé ThirdBridge, puis où est-ce qu'on est rendu maintenant, c'est grâce à l'opposition des points de vue puis à ces discussions-là. Là. Tu disais que tu étais un peu plus conservatrice de nature. Est-ce que tu penses que ça t'a appris un peu à gérer l'incertitude puis l'espèce de risque et tout? Oui, beaucoup. Si ça n'avait pas été 2, il y a plein de décisions qu'on n'aurait pas prises de cette façon-là. Il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Oui, ça a été une très bonne chose. Là. Incertitude, voyons. Être entrepreneur, ça dit dans les médias, on devient riche du jour au lendemain, comme être propriétaire immobilier. Il n'y a jamais d'incertitude, puis on fait 35 heures semaine. Voyons, faudrait vous sortir les stats, là, les entreprises qui perdurent après 5, après 10 ans. Là, ouais. Et là, c'est sûr qu'on est... Puis vous êtes encore tous jeunes. J'ai eu l'opportunité de rencontrer tous les actionnaires. Vous prenez encore des décisions. Il y a encore... Vous êtes dans votre prime, si je peux me permettre l'expression. Vous êtes en croissance. C'est vraiment intéressant, votre business. Comment ça se gère après les relations? Justement, tu dis que des fois, c'est 2-2. Des fois, j'imagine que c'est déjà arrivé que c'était 3-1 puis que quelqu'un... Comment... Parce que, tu sais, on dit tant qu'il y a de la résolution de conflits, mais après... Là, c'est sûr qu'après un certain temps, c'est comme on regarde tout ça, puis ça a bien été, mais après, là, que la décision se prenne et que ce n'était pas la tienne. Ouais. Ne pas garder de rancœur, ne pas prendre ça personnel.
Puis surtout que vous, il y a l'aspect, ben écoute, on vient de prendre une décision, les 2 frères ont dit quelque chose, Pierre-Étienne et Émilie ont dit autre chose, puis dimanche, on va tous manger chez maman et papa. Comment on gère le après? Puis ça, je pense qu'on n'en parle pas souvent. Mais tu sais, il y a plein de décisions là, que ça n'a pas nécessairement. On y repense aujourd'hui, puis moi, on n'aurait peut-être pas dû faire ça, mais en même temps, on n'est pas du genre à se blâmer, à pointer du doigt, en tout cas nous, là, puis là, ça, c'est une question de personnalité, là, de dire c'était ta décision, on l'a prise, ça a mal été, puis c'est de ta faute. Parce qu'à un moment donné, ça va être la mienne là, qui va être choisie, puis peut-être que ça ne sera pas la bonne, puis j'ai pas envie de me faire taper ses doigts après. Puis on est tous très. On va se dire, on va tous le dire très naturellement, ben ouais, ça c'était pas un bon coup, puis on va tous essayer de grandir de ça. Fait que c'est d'essayer de pas blâmer, là, mais après, il faut laisser aller aussi, il faut faire confiance aux autres, puis le pire qui va arriver, ben on va se tromper, puis on va. Tu sais, c'est arrivé souvent là, dans l'histoire de Turbridge qu'on s'est trompé, puis qu'est-ce que tu veux, ben on change de direction, puis il faut s'allier, là, sinon, OK, on va rester là-dessus, puis on n'avancera plus, ça marche pas. Là. J'aime ce que tu dis parce que c'est, en gros, ça va être en mode solution. Ouais. Et un gros problème, puis pour travailler dans l'appareil gouvernemental, tout ce qu'on cherche, tout le temps pointer du doigt à trouver c'est qui, l'erreur de qui. Puis on se met pas en mode solution. Puis ce que tu amènes, c'est vrai, c'est qu'en entrepreneuriat, si tu veux réussir, c'est sûr que tu vas te planter à un moment ou à un autre. Puis c'est d'être en mode solution, de dire, OK, bon, on a pris telle décision, que je sois d'accord ou non, un coup que la décision a été prise, on avance ensemble. On s'est planté, cool. On fait quoi maintenant pour se revirer de bord? Puis qu'on avance. En regardant vers l'arrière, c'est dur de dire, OK, on s'est planté, puis ça a été qu'une perte de temps ou qu'une perte d'argent. Souvent, il y a des apprentissages qui sont faits, puis probablement que ça a amené à d'autres décisions qui ont été mieux prises. Fait que c'est dur de dire, c'est pour rien, on a tout perdu, parce que, en tout cas, moi, je suis pas tant de genre à regretter. Ça nous a amené où on est maintenant, puis ça nous a amené à prendre les meilleures décisions maintenant. Mais tu sais, je te dirais que parmi les actionnaires, puis même les directeurs aujourd'hui, là, il y en a pas un qui le sait pas que c'était sa décision. Puis, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de dire, hey, ça, c'était un mauvais coup. Il le sait déjà, là. C'est correct, là, on va faire autre chose. Puis vous êtes capable de faire une distinction affaires, personnel, famille. Parce que j'imagine que papa, maman n'ont pas envie dimanche soir que Émilie, Alex, puis toi, vous n'avez pas parlé pendant tout le souper. Mais ça arrive pas. Tu sais, des conflits qu'on se parle pas, là, vraiment, là, c'est jamais arrivé. Puis là, on va toucher du bois. Oh, mais non, mais ça arrive pas. Des fois, il va y avoir de la friction sur une décision, mais après, ça n'empêche pas que c'est mon frère ou, tu sais, même c'est mon partner, puis je vais pas une rigueur dans notre relation interpersonnelle. Mais, tu sais, mes parents sont bien au courant de ce qui se passe chez Turbridge, là. Mon père, il comme fait partie du comité informel aviseur, là, où il va nous donner, parce qu'il a travaillé en finance d'entreprise et tout ça. Fait que, ouais, ils sont bien au courant, puis ça fait partie des discussions de famille aussi, là. Ça, c'est dur de faire la distinction entre les deux, là. Est-ce que vous arrivez en famille à décrocher d'entreprise, de parler d'autres sujets, là? Ça dépend qui est, là. Ça dépend qui est présent. Non, mais c'est drôle parce que, en tout cas, j'en parlais dans notre podcast à nous, là, on fait la blague que ceux qui ne voulaient pas en parler, ben, on les a embauchés. T'sais, maintenant, la femme de Nico travaille avec nous. Justine, la cousine, la blonde à Alexandre travaille avec nous. Fait que, ouais. Fait que s'ils veulent pas parler de job, on fait la job qu'on les embauche. Fait qu'après, ils n'ont pas le choix de parler de job n'importe ben oui, Fait que j'aimerais discuter du secteur de la technologie. C'est un secteur, je crois, à prédominance masculine. Et je sais que vous avez votre podcast. D'ailleurs, je l'écoute, puis j'attendais le bon moment pour en parler. En fait, est-ce que tu veux nous parler de votre podcast? Ben, je sais pas quoi dire. Ça s'appelle l'Update Turbridge parce que, bon, il y a une référence à une espèce de slogan interne. On travaille toujours sur la prochaine update. Puis, excusez l'anglicisme, mais c'était comme mieux que dire mise à jour. Là, dans je te pardonne. Oui, il y en a beaucoup d'anglicismes qui sont difficiles, comme MVP, qui sont difficiles à traduire, qui sont moins intéressants quand on les traduit. Donc, voilà, où on aborde plein de sujets là, par rapport à l'entreprise, par rapport au domaine, puis par rapport à des gens qui œuvrent aussi dans ce domaine-là. Est-ce que vous vous adressez principalement à des entrepreneurs dans le même genre de domaine ou plutôt à une clientèle un peu plus générale? Pas nécessairement, parce qu'on a invité des clients aussi. Fait que c'est parler de l'expérience client. Puis un des clients qui a été invité, c'est
RPC Jolicoeur, là, qui est quand même très connu sur les médias sociaux. Fait que, tu sais, lui, là, il investit beaucoup dans la technologie, mais lui, à la base, c'était pas ça. Lui, il est dans le courtage immobilier. Hypothécaire. Oui, pardon, hypothécaire. Mais on s'adresse aussi, tu sais, aux gens qui cherchent un emploi dans le... Tu sais, on parle des RH aussi, fait qu'on... au marché du travail puis aux personnes qui œuvrent dans le domaine. Fait que ça s'adresse à différents types selon les épisodes. Là. Ça fait une belle visibilité pour la business aussi. Bien entendu. Et là, on parlait du monde de la techno. Ouais. C'est un domaine qui est à prédominance masculine. Est-ce que tu as déjà eu une crainte à te joindre à l'entreprise à cause de ça, ou est-ce que ça a déjà été un enjeu ou quoi que ce soit de ton côté? Pas du tout. Je suis en même temps, après, c'est une question de personnalité aussi, là, mais moi, c'est plus... ça me force plus à foncer, dans le sens, s'il y a moins de filles, on dirait que ça m'attire plus parce que, bon, ben, je vais faire... faire ta place. Exact. Je vais faire ma place là-dedans, puis ça ne m'inquiète pas. Et ça serait le fun qu'il y ait plus de femmes en techno, puis en tout cas, on pourra en reparler, là, mais oui, en effet. Ça s'en vient dans 2 questions. Oui, c'est ça. C'est à prédominance masculine, mais après, oui, là, si on parle du travail de développeur pur et dur, il y a beaucoup plus d'hommes, mais après, il y a plein de domaines connexes comme le mien. Moi, je n'ai pas de formation en informatique ou en développement, puis je travaille avec eux. Dans les RH aussi, il y a plein de domaines connexes dans l'entreprise qui vont avoir plus de femmes, fait que marketing, ces choses-là. Là. Puis est-ce que tu as déjà rencontré de l'adversité de certains clients fournisseurs qui t'ont senti que c'était... Mais pour vrai, dans le domaine de la techno, c'est pas là où j'ai ressenti le plus de réticence par rapport au fait que je sois une femme. Là. C'est plus avec les clients, tu sais, où... puis là, ça va être des stéréotypes, là, mais c'est comme ça. Là. Je me souviens, à une époque, on démarchait beaucoup les manufacturiers. Puis ça, les rencontres avec les clients, les potentiels leads, ça, c'était difficile. Du fait que j'étais une fille, là, si j'y allais avec un de mes collègues masculins, c'était sûr qu'il s'adressait aux gars, puis pas à moi, ou tu sais, j'allais dire des choses, j'allais répondre aux garçons. Puis c'est pas tout le monde, là. Non, je comprends, mais c'est quand même quelque chose que tu poses la question, puis ça serait... Ouais. C'est un peu poche. En tout cas, bref, inapproprié. Mais, tu sais, aussi, la nature avec les gars, ils me laissent beaucoup de place, tu sais, dans tous les meetings, c'est sûr, tu sais. C'est pas pour rien qu'on parle aujourd'hui. Dans tous les meetings qui sont plus admin, finance, tout ça, c'est plus moi qui va parler. Puis après ça, tout le monde me laisse la place. Fait que il y a peut-être ça aussi là, qui fait en sorte que ça va bien chez nous pour moi. Là. Ton quotidien, je comprends entre les branches que tu as un background en finance, tu es directrice des finances. Ton quotidien est plus 80% finance, 20% TI ou plutôt ça ressemble à quoi? Je suis pas très impliquée. Je l'étais plus au départ. Tu sais, quand on était plus petit, là, j'avais bien des chapeaux. Je faisais beaucoup du développement des affaires, de la gestion client, puis j'ai même fait du design. J'ai fait plein d'affaires pour essayer de meubler mon temps. Mon poste, je l'ai un peu créé quand je suis rentrée. Il y a personne qui m'a dit voici la définition de tes tâches et voici ce que tu vas faire. Fait que j'ai essayé d'aider puis de faire croître l'entreprise comme je pouvais avec tous les outils. Aujourd'hui, tu sais, je suis encore très impliquée au niveau décisionnel, gestion, stratégie, avec les ressources humaines. À une époque, il y avait du marketing aussi, j'en fais plus, mais c'est ça. Là, c'est vraiment plus gestion, finance, puis RH, mes responsabilités. Là, mais en pourcentage, ce serait dur de dire. Là, mais j'imagine que si tu fais principalement RH, finance, tu as quand même une belle perspective parce que tu as été un peu sur le plancher de production, ça te permet de comprendre plus de nuances que quelqu'un qui l'aurait pas été. Ça, c'est sûr. Je vais avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils font, même si ça reste quand même de la magie, là, puis que je pourrais jamais coder. Là. je probablement que j'ai une meilleure compréhension de la techno puis du code que d'autres. Tu n'es pas une experte de Python. Non. C'est correct. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne te demandera pas aujourd'hui de coder. Fait que faudrait inviter quelqu'un d'autre dans mon équipe. Là. Non, anyway, la personne pourrait coder ce qu'elle veut, on ne sera pas en mesure nous-mêmes. C'est pour ça que je dis c'est de la magie. Là. C'est comme une autre langue que si tu la parles pas, ben ça va être bien difficile de comprendre. C'est effectivement. Le coding est un langage en soi. Et est-ce que tu as des idées des fois, comment est-ce qu'on pourrait intégrer, que, bon, je suis père de jeunes enfants, de jeunes filles, et je me dis comment est-ce qu'on peut les intégrer vers la technologie, parce qu'on s'entend que l'avenir, ça va être dans la technologie. Là. Les entreprises manufacturières, ça s'automatise. Il y a même rendu bientôt l'avènement des AI et tout. Puis même l'ISCA, c'était AGI, l'autre, AGI, oui. AGI, mais fait comment est-ce qu'on peut... Comment peut-on intéresser davantage? Mais
là, après, on peut retourner vers la société en général et tout ça. Là, je pense on a qu'il le temps, on peut. Non, mais... il y a du chemin à Allons-y, faire à bien des égards. On en a parlé d'ailleurs beaucoup dans un des podcasts sur la diversité, dans notre podcast Third Bridge. Là, puis si jamais ça vous intéresse le sujet, Je me suis un petit peu inspiré. Ouais, c'est ça. On a beaucoup élaboré sur la question. Si je retourne à mon expérience, j'ai toujours été forte en maths, j'ai toujours eu un esprit analytique, j'ai toujours intéressé par ces aspects-là. Puis ça n'a jamais même été proposé de faire du code, alors que mes deux frères, c'est ça qu'ils font. Puis on a été élevés à la même place, on était à la même école. Fait que c'est quand même particulier de dire que ça n'a jamais même été une proposition. Puis j'ai consulté plus d'un conseiller en carrière. Là. Fait que c'est poche. Fait que oui, il faut en parler plus. Il y a des organismes aujourd'hui qui se focusent là-dessus, là, entre autres Code des filles, qui justement veulent amener les filles à s'intéresser à... Ça s'appelle? Le Code des filles, oui. OK. Qui est un organisme justement qui veut intéresser les jeunes filles au code puis à tout le milieu de la techno. Là. Fait que ce serait, idéalement, c'est plus jeune qu'il faut que ça se fasse, ce travail-là, dans les écoles qui proposent ces choix-là de carrière pour les jeunes filles qui pourraient être intéressées, qui pourraient avoir un profil un peu... ouais. Intéressant. Dans le fond, si tu me permets, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans ta vie personnelle? Ben oui, allons-y. En fait, c'est dans ta vie personnelle, mais c'est plus overall. Ouais. Quand on parle d'entrepreneur, ouais. On voit souvent des stéréotypes encore, des conciliations travail-famille quand on est entrepreneur. Ça se fait bien, il n'y a pas de problème, etc. Comment est-ce que tu perçois ça, justement, cette conciliation travail-famille, en étant justement avec Third Bridge, avec tes fraternels? Oui, bien là, c'est sûr que, c'est pas, je fais pas du 35-40 heures semaine, je ferme mon ordi, c'est terminé, puis j'y repense plus. Là. Déjà, quand j'étais avec mes frères, souvent, on va parler de la job, fait que c'est comme omniprésent là, chez nous. Mais oui, il faut faire des conciliations, dans le sens où des fois, tu vas travailler un peu avant qu'ils se lèvent, les enfants, ou après qu'ils soient couchés. Mais, on l'a tout fait le choix, là, puis c'est plus, je parle de moi, mais les gars aussi, ils font la même chose chez nous, qui ont des enfants, puis les employés... On leur demande pas de faire ça. Il y en a peut-être qui vont le faire aussi parce qu'ils vont choisir d'avoir un horaire plus flexible. Mais c'est la réalité d'un peu tout le monde en gestion, je pense. Là. Ouais, c'est sûr que c'est un choix à faire, mais en même temps, j'en ai eu des patrons, j'en ai eu des jobs où c'était 9 à 5, tu punch out, puis tu y penses plus, puis tu reviens le lendemain, puis il n'y a pas question que tu m'appelles le soir ou la fin de semaine ou toutes ces choses-là. C'est vraiment le fun de ce qu'on fait. C'est vraiment stimulant. Travailler avec mes collègues, ma famille, c'est vraiment, vraiment cool. Puis de modeler l'entreprise comme tu veux le faire, fait que c'est difficile aussi de se détacher puis de dire, bon, ben là, j'y pense plus. Fait que, puis, tu sais, même ceux qui travaillent de 9 à 5 vont y repenser probablement aussi. Mais ouais, je pense que c'est plus difficile quand c'est ta business de décrocher complètement puis de plus rien faire le soir après que les enfants soient couchés, mettons. Lait, on parle de 2, 3, 4, 5. Mais lait, j'en ai 2 pour l'instant. OK, c'est bon. Je me ça aurait pu être une grosse famille. Ouais. Tu vois, tu parlais de quelques aspects sociétals un peu avant par rapport au code. Mais par rapport à l'entrepreneuriat puis la femme, je trouve que c'est vraiment intéressant comme question. Est-ce que tu penses que en tant que société, il y a des améliorations qu'on peut faire pour encourager plus de femmes en entrepreneuriat à prendre plus de risques? Quelles sont les limites plutôt? Quelles sont les limites d'après toi? Mais là, après, je parle de ma perception, là, fait que je veux pas c'est toujours ta perception, on n'est pas les sociologues. T'es juste enregistré, c'est correct, on est sur vidéo. Mais sinon, ça va super bien. On ne coupera rien. C'est sûr qu'il y a une grosse pression. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, je ressens une plus grosse pression que mes collègues masculins. Le mom guilt, là, la culpabilité maternelle est très, très présente dans le sens où, tu sais, là, moi, j'écoute mon congé maternel, puis mon conjoint va en prendre une partie. Puis ça, pour moi, c'est un gros cadeau, là, parce que ça me permet de retourner au travail plus tôt, puis que mes enfants soient bien sans nécessairement aller plus tôt à la garderie, tu sais, ce qui, encore là, est un choix, puis c'est propre à chacun. Mais oui, c'est difficile. Après, ce qu'on peut faire, ben, c'est d'en parler, justement, de comprendre que pour les femmes, c'est plus... Ça va être plus difficile que pour un homme, tu sais, déjà, si t'allais... Oh, pardon. Si l'accouchement, c'est difficile sur le corps, la grossesse, c'est difficile pour le corps, l'allaitement, si tu le fais, puis même, peu importe, la culpabilité, la charge mentale, toutes ces choses-là, habituellement, puis là, je généralise, c'est plus difficile pour la femme. Fait que c'est sûr que si t'es en plus entrepreneur, les attentes sont plus élevées pour une entrepreneur aussi. Fait que c'est de jongler avec tout ça, là. Fait que je pense que c'est d'en parler, la première chose, là, puis de
normaliser toutes ces choses-là. Après ça, prendre des congés, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit accepté aussi, prendre des congés pour les enfants, pour toi, pour congés de maternité, toutes ces choses-là. Là. Fait que dans tout ce que tu me dis là, moi, je pense à ton conjoint. Fait que je vais te poser une question pour lui. Mais non, je veux quand même dévier vers le compagnon de vie d'un entrepreneur en général. Parce que dans tout ce que tu me dis là, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Et je me dis, mais le rôle du conjoint, à quel point, puis ça, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent en entrepreneuriat, le rôle du conjoint, comment il est essentiel. Si on va avoir, si on veut, la famille, etc., comment le conjoint peut être essentiel. Puis j'aimerais un peu, je trouve que ma question est vague, je vais la reformuler, mais comment tu vois l'importance du conjoint? Puis je pense que ça s'applique autant de l'homme qui travaille en malade, puis la femme est plus à la maison et l'inverse. Ouais. L'entrepreneur, femme, puis là, ben, tu as besoin d'un conjoint qui sympathise, qui va prendre le congé de paternité, qui va plus s'impliquer, c'est avec lui qui va devoir step up, même si c'est pas nécessairement le rôle standard qu'on entend. Ben oui, puis après, ça dépend. Mon conjoint le voit pas nécessairement comme un négatif. Là. Il est bien content de prendre 4 mois puis de passer du temps avec la fille. Fait que, oui, c'est un rôle de soutien. Il faut qu'il comprenne ton projet. Idéalement, il faut qu'il soit impliqué dans le projet d'une façon ou d'une autre. Je parle pas de travailler, mais je veux dire qu'il croit aussi comme toi. Là. Puis après, ça peut porter fruit aussi, puis ça peut être le fun pour lui aussi, après que ça marche Third Bridge, puis qu'on fasse des beaux sous, là, puis que ça soit lucratif et tout ça. Mais le support du conjoint, ça change tout. Là. Après, c'est sûr que ma réalité est très différente si d'une maman qui serait, ou d'un papa qui serait monoparental. Là, ça, c'est vraiment un autre game. Fait que ça change tout d'être confiante que mon conjoint est impliqué, qu'il peut... être avec les enfants quand moi j'ai des obligations pour le travail, quand je dois faire des retraites stratégiques puis m'absenter pendant 2-3 jours, quand je dois travailler plus tard. Mais ça n'empêche pas que lui aussi, il y a certaines obligations puis que là, après, c'est moi qui va step in. Là. Évidemment, mais oui, ça change tout. Là. Il y a un mot super important dans ce que tu as dit, c'est pas négatif. Puis ça, c'est vrai, puis je trouve, puis on avait déjà parlé à un moment donné de peut-être même faire un podcast complet là-dessus avec plusieurs entrepreneurs, donc je risque de te réinviter si ça t'intéresse. Du rôle du conjoint, parce que souvent, ça va être perçu négativement, un conjoint qui va être plus présent à la maison versus l'autre qui travaille, alors que, moi, dans mon cas, je ne vais pas dire que je vis à l'inverse parce que j'allaite pas et je n'ai pas donné naissance. Par contre, j'ai l'opportunité d'avoir quelqu'un une conjointe qui reste, qui est plus à la maison que moi parce que je suis dans divers projets puis avec la job de professeur et tout. Puis c'est tellement important d'avoir un conjoint qui est conjointe qui est présent puis tout. Puis ça, c'est un rôle qui est souvent sous-estimé puis qu'on parle pas assez parce qu'un entrepreneur ne sera jamais capable d'avoir le plein potentiel de la business, etc., s'il n'y a pas le backbone à la maison qui est là. Non, c'est mon point de vue. Exact. Puis de valoriser ça aussi. Puis tu sais, après, là, ça dépend des couples, là, mais tu sais, dans mon cas, j'ai été avec les enfants pendant un petit moment. Après ça, c'est sa responsabilité. Fait que tu peux voir à quel point c'est demandant, c'est exigeant, toutes ces choses-là. Fait que tu comprends la réalité de l'autre. Puis en tout cas, ça aide aussi, là, je pense. Là, mais ouais, ça change tout. Ouais, personnellement, je pense que c'est quand même important de prendre des tours. Changer une fois de temps pour oui. vraiment comprendre la réalité l'un de l'autre, là, puis voir à quel point c'est pas nécessairement facile de passer quelques puis semaines avec c'est les donc enfants. bien important. Après, tu veux que tes enfants soient bien, tu veux qu'ils se développent bien quand tu réfléchis à tout ce que ça implique, en tout cas. Puis de prêter le chapeau de la charge mentale à l'autre parent, parce que, bon, là, encore là, je généralise, mais c'est souvent la femme. Fait qu'après, des fois, quand tu essaies d'expliquer tout le jus que ça te tire ou tout ce que ça te fatigue ou peu importe, c'est difficile. Mais après, quand tu le vis, t'es comme, oh, ok, je comprends. Clairement. J'ai oublié les lingettes à la garderie. Oui. Je dois prendre le rendez-vous, mon enfant. Non, c'est parce que il dit ça parce que je disais que hier... Qu'est-ce que t'as fait, là? Ma conjointe me dit, ce matin, il faut amener les lingettes à la garderie. Je dis, oh, oui. Évidemment, j'avais pas les lingettes. Fait que là, en arrivant, Mme Béa, elle me dit son lingette. Ce soir, elle va venir la chercher, elle va vous amener le soir quand ma conjointe allait, elle dit son lingette. Elle dit, de quoi vous parlez? Reggie les a amenés ce matin. Fait que là, t'as oublié les lingettes, puis tu lui as pas dit d'apporter les lingettes. Oh, oui, c'est correct. C'est ça. C'était pas une bonne journée. Aïe. Mais aussi, pour faire un peu du pouce sur ce que j'ai dit, tu sais, j'ai parlé faut que la personne croit au projet aussi, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'il risque d'avoir un ressentiment de pourquoi moi, j'ai toujours ce rôle-là, puis que toi, tu peux t'investir dans ta carrière ou peu importe. C'est important, parce que sinon, il risque d'avoir un ressentiment aussi de
c'est pas juste ou c'est pas équitable ou peu importe. J'adore ce que tu dis, puis j'acquiesce, fait que quand on est d'accord, d'habitude, on peut pas débattre. Non, c'est faudrait ça. qu'on trouve un point qu'on n'est pas d'accord. Mais non, ça reste que j'aime beaucoup ta franchise. Ta franchise et la manière dont tu en parles, ben, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs, hommes, femmes, vivent. Je suis super content d'avoir ton point de vue. Autre question, la question qui tue maintenant, être à Third Bridge. Est-ce que c'est payant? Ben, c'est relatif, là. Dans le sens, je peux te répondre oui, mais pour quelqu'un d'autre, mettons, tu parles à Elon Musk, il va dire que c'est pas payant par tout ce que tu fais là. C'est sûr qu'on ne compare pas à Elon Musk. Non, mais oui, on est, tu sais, si on se compare à d'autres entreprises de services, oui, c'est rentable ce qu'on fait, puis c'est payant. Mais après, on a une mentalité où on n'est pas des entrepreneurs qui veulent nécessairement se mettre tout dans les poches ou vendre à tout prix puis faire un gros coup de cash. C'est vraiment pas ça l'objectif avec Third Bridge. Fait que c'est payant, oui. On est une entreprise de services rentable, mais on réinvestit beaucoup dans l'entreprise en ce moment pour la croissance et la pérennité. Justement, j'allais te poser la question, tu m'as devancé. Est-ce que vous réinvestissez beaucoup dans le capital humain qu'on appelle là, les employés? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Parce que je leur ai dit, vous êtes 4 jeunes, on s'entend, tes frères, vous êtes tous sensiblement, vous n'avez pas des 10 ans d'écart. Tu dis grand frère, mais... Ouais. On a 4 ans et demi, puis 1 an et demi avec le plus jeune. C'est ça. Vous êtes tous dans la même tranche d'âge, sensiblement tous au même endroit dans vos vies, etc. C'est pas une entreprise familiale, comme on disait, que papa, maman vous lèguent, puis que là, ils ont déjà fait le chemin, vous arrivez ou quoi que ce soit. Non. Vous avez tout défriché, vous partez tout ça, les fraternels ensemble avec... je vais inclure PA, comme Pierre-Étienne, comme le fraternel. Ben oui. Fait que, c'est ça. Fait que la vision que vous avez de temps... C'est quoi, cette génération? On est quoi quelle génération? C'est-tu X, Y? C'est pas X? Je pense que c'est Y. Ouais, les milléniaux. Ça dépend, ouais. C'est milléniaux à peu près, là, ouais. C'est parce qu'on a tous la même âge, on est tous jeunes. Ouais. Fait que ça... Très jeune. Fait que réinvestir dans le capital humain, comment vous voyez l'importance de cela? Ah ben c'est une de nos valeurs principales, là, dans le sens, ça a toujours été ça, Third Bridge. À la base, c'était 4 amis, puis on a un peu toujours gardé cette mentalité-là avec mes frères. C'est un peu la famille. Après ça, bon, là, on est rendu 70, là, fait que c'est plus ça, là. 70? Ouais. Mais wow. ça a toujours été une de nos valeurs clés, tu sais. On est des collègues, mais idéalement, on est aussi des amis. Puis après, en pratique, c'est pas nécessairement ça. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui s'entend parfaitement bien avec tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui est proche, qui se connaissent maintenant, là, parce qu'on est beaucoup. Mais la culture d'entreprise, ça a toujours été au centre de nos réflexions, de nos investissements, puis de notre succès aussi, je pense, chez Third Bridge. Pour les employés de Third Bridge, qu'est-ce qui distingue un peu travailler chez Third Bridge par rapport à un autre concepteur de produits informatiques? Ben, je pense que c'est l'ambiance, là, puis le travail, puis l'importance qu'on leur donne aussi. Là. Il y a une grosse culture du feedback. On est très, très intéressés par leur idée. Fait qu'on a mis plein de choses en place. Là, il y a plein de conditions de travail après qu'on peut comparer d'une entreprise à l'autre. Là. Mais on est en télétravail depuis la COVID, puis ça n'a jamais changé. Il y a beaucoup d'entreprises qui retournent maintenant plus en présentiel. Puis nous, c'est pas une décision qu'on a voulu prendre pour plein de raisons. Mais on investit beaucoup, justement, dans le team building, dans des budgets connexes pour qu'on ait une cohésion d'équipe puis on ait une bonne ambiance de travail, même si on est à distance en majorité. Puis, on en a parlé un peu de ton parcours académique. C'est vrai, c'était la première question qu'on avait posée. Parcours académique et professionnel. On a skippé directement dans Third Bridge. Parce que oui, tu avais un bac. Ben, je me dis un peu ton background. Je sais que c'est finance, mais qu'est-ce que tu as par ça? Je vais pouvoir mieux formuler ma question. Moi, j'ai fait un bac au HEC en développement des affaires, en administration des affaires avec une spécialité sur la finance d'entreprise. OK. Puis, les 3 autres, de ce que je comprends, c'était à la Poly, c'était du coding, de la programmation. Oui, Nick, c'était génie logiciel pur à Poly. Alex, il a eu un parcours, il a fait bien des bacs à moitié. C'est cherché. Ouais. Il a fini plus en informatique. C'est quoi le nom de son bac? Bon, en tout cas, c'est du code là, en bout de ligne, mais c'est pas tout à fait la même chose. Puis PA, lui, c'est économie qui a fait. Fait que, ouais. OK. Où ce que je voulais m'en aller avec ma question, c'est passer de 4 étudiants, 2 chums, 4 fraternels, 70 employés. Ouais. Comment on gère une telle croissance ça fait pas 20 ans, là, on s'entend. Là, ça fait combien
d'années à peu près que ça existe? Ça a été fondé, ben là encore, là, ça a été fondé par les étudiants, le groupe d'étudiants en 2012. C'est devenu plus sérieux en 2015-2016, où là, c'était vraiment c'est récent. temps plein. Ouais. C'est fou. Puis vous êtes rendu à 70. Comment vous avez géré cette croissance-là? Parce que il y a beaucoup d'entreprises. je te dirais. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont justement mal, qui sont des excellentes entreprises, puis qui vont planter à cause qu'ils n'ont pas été capables de gérer leur croissance, d'acquérir les bons employés au bon moment, etc. Avez-vous eu quelle aide êtes-vous allé chercher? Comment... Ils sont allés chercher, puis ça a tout... Oui, non, c'est ça. On a tous pris les bonnes décisions. Ça a super bien été. Non, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Puis ça a été, puis ça l'est encore aujourd'hui, une croissance organique dans le sens où il n'y a jamais eu d'acquisition ou quoi que ce soit de ce genre-là. Ça a toujours été, bon, ben là, on est rendu là, on pense qu'on aurait besoin de ce rôle-là. Puis des fois, on s'est trompé. On a eu des gens d'expérience qui nous ont coachés, notre comité aviseur informel là, avec papa, entre autres, là, mais d'autres personnes aussi, qui nous ont coachés à travers les années. Puis, c'est... Est-ce que je veux dire vos deux parents, parce que vous êtes les trois fraternels, ou même PS, est-ce que vos parents étaient aussi en business ailleurs, qui faisaient autre chose? Ou... Non, ma mère est dans le monde des médias. Là. Elle a écrit des émissions pour la télé, fait que pas du tout. Puis mon père, lui, était dans une banque avec la gestion du financement puis développement d'entreprise. Fait que pas en business, mais il a travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs. Fait que peut-être que ça vient un peu de son côté à lui. Là. En étant en banque, il peut vous conseiller sur emprunter. Éviter, présenter des bonnes personnes et toutes ces choses-là, nous aider, Comment s'est bâti votre comité aviseur avec le temps? Je veux dire, est-ce que c'est arrivé naturellement, c'était organique ou est-ce que vous l'avez clairement cherché certains individus? Ça dépend. Au début, mon père a toujours été impliqué, puis dès qu'on avait des questionnements, souvent, on allait faire appel à son expertise. Il y a eu d'autres personnes aussi de la famille qui se sont greffées. Après ça, on a voulu aller chercher des gens qui étaient à l'extérieur de ça, qui avaient une expérience différente, plus en ressources humaines ou d'autres personnes qui ont eu des entreprises qui étaient entrepreneurs. Fait qu'il y a ça aussi qu'on est allé chercher après avec le temps. Pierre-Étienne, à un moment donné, était tanné là, que ce soit juste notre famille. Fait qu'il va chercher d'autres personnes à l'extérieur. Je fais des blagues, mais pour amener un peu de diversité là, justement dans les conseils qu'on reçoit parce que on dirait que je sais pas, des fois la famille a tendance à vouloir te dire ce que tu vas entendre, pas que mon père fait ça, mais tu veux consulter d'autres gens qui ont une expérience différente là. Tout à fait. Puis aussi à Noël, c'est le fun d'avoir parler de la famille, parler d'autres choses que la business. Comité aviseur, combien de personnes y a-t-il dessus? Là, peut-être que ça a changé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de réunion que je sache. Puis là, je suis en congé de maternité encore. C'est pour ça que je suis moins au goût du jour. Il y a 4 personnes externes dans le comité aviseur. Puis... Plus vous 4? Oui, plus nous 4. OK. Fait qu'un comité d'à peu près 8 personnes. Là, des fois des absents, des fois un invité de plus. Fait qu'entre 7 et 9 à peu près. Ce qui est à peu près... Je trouve ça intéressant parce que il y a tout le temps les combien devrait avoir de membres un comité aviseur, puis combien devrait avoir de membres, puis vous êtes dans les ranges. Jusqu'à maintenant, puis ça a toujours été assez informel dans le sens, oui, on se rencontre, on prépare les rencontres, tout ça, c'est organisé, puis c'est très structuré. Mais le comité comme tel, comment on l'a bâti, ça a toujours été un peu sur le fly, je te dirais. Là. Plus, ouais. Et si on se tourne vers l'avenir, parce que là, on a beaucoup parlé du passé, de la croissance, et on va se tourner vers l'avenir, qu'est-ce qui attend Third Bridge, selon toi, dans les 5, 10, 20 ans? Oui, la boule de cristal, je ne l'ai pas nécessairement. Puis après, ça va changer dépendamment à qui tu parles. Fait que, moi, encore, la conservatrice, il en a d'autres qui ont des idées de grandeur. On va te rappeler dans un an, on va faire on va dire, voici ce que tu avais dit il y a un an, où en êtes-vous? C'est sûr qu'on a quand même un objectif de croissance qui est toujours là, pour une question de diversifier notre clientèle, mais aussi... pour offrir ça à nos employés. Là. Plus on croit, plus il y a des enjeux qui vont arriver au niveau de la gestion humaine. Puis, avant, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de croissance pour l'employé comme tel, parce que c'est petit, fait que tu n'as pas tant de possibilités de carrière. À un moment donné, tu vas plafonner. Tu vas plafonner. Puis atteindre un poste de direction, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. C'est pas tout le monde qui veut ça non plus. Fait que c'est ça, la croissance, idéalement encore organique. Il n'y a pas de plan d'acquisition ou de quoi que ce soit pour l'instant. On a toujours fait ça comme ça, puis on planifie encore le faire. Pas de plan de vente? Non plus. Non plus. Oui, t'imagines le scoop. Tout le monde. Un podcast. On est à vendre. Non, c'est pas dans nos plans non plus. Et il y avait une publication hier qui m'a
quand je faisais un peu des recherches qui m'a fasciné. Je pense que c'était ton frère qui l'a écrit par rapport à... Lequel? Que t'as une chance sur... Si c'est pas elle, t'as une chance sur 3 en disant c'est son frère. Je trouve que t'es stats. C'est pas grave. Je pense que c'était... PA, c'est pas le frère, c'est le seul qui est pas frère. Je pense que justement, c'était PA, je suis pas sûr. Le fait de ne pas dépendre du CDAE. Puis pour mettre en contexte ici, les entreprises... C'est PA et non PA. Juste une C'est PA. Pierre-Étienne, le fait de ne pas dépendre du CDAE ou de s'assurer que peu importe si le crédit finit, que l'entreprise est pérenne quand même. Parce qu'en technologie, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui, sans CDAE, qui est le crédit ultimement pour les entreprises qui font du développement en informatique ici au Québec, il y a certaines entreprises qui, je pense, tomberaient facilement. Ouais, probablement. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion-là? Comment est-ce que vous gérez concrètement dans l'objectif de ne pas trop dépendre de ce crédit-là? Bien, on va faire toutes nos prévisions, puis nos planifications, puis notre démarchage en fonction de ça. Fait que, tu sais, puis habituellement, on se trompe pas tant que ça. Là. Okay. Il y a probablement certaines années où on n'aurait peut-être pas été avec un bénéfice. Ça n'avait pas été du CDAE, mais on aurait pu continuer à opérer. Fait que c'est un peu comme ça qu'on prévoit nos choses. On veut dégager assez de marge pour que le CDAE puis les R&D soient un bonus, puis l'investissement qu'on peut faire davantage chez Turbridge plutôt que notre bouée. Là, parce que, puis je pense que personne chez Turbridge serait à l'aise avec le fait qu'on a une si grande masse d'employés qu'on va tous les renvoyer si jamais on l'a pas. Là. Puis d'une année à l'autre, des fois, les règles changent ou un client qui va te dire « Oui, tu peux utiliser mon projet. » Des fois, non. Puis là, t'es plus éligible. En tout cas, c'est compliqué. Là. On a des experts pour nous aider dans ces démarches-là. Mais ce serait vraiment insécurisant de dépendre de ça, en tout cas pour nous. Là. Super. En terminant, tout va bien. Tes meilleurs coups, tes regrets ou... nos meilleurs coups, ou situations ou anecdotes à l'interne avec les frères et sœurs, quelque chose de croustillant. Croustillant. Il n'y a pas eu tant de croustillant. Nos meilleurs coups, déjà ça, là, d'embaucher la famille, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de monde qui nous ont dit qu'ils pourraient jamais travailler avec leur famille. Puis j'ai essayé d'embaucher ses sœurs plein de fois. Là. Il devrait savoir. Fait que là, les sœurs sont au courant. Oui, parce que je leur en parle. Mais le pire, c'est qu'il y en a une qui est spécialisée en RH qui nous a déjà donné plein de conseils qui a été vraiment cool. Puis l'autre, elle a déjà remplacé pendant mon dernier congé, elle nous a aidé aussi, Laurence. Fait que ils ont quand même été impliqués, là. Mais les embaucher, en tout cas, c'était pas une option pour lui. Il vient de se faire mettre sur le spot. Mais je l'ai déjà dit, puis il sait. Prochain invité, Pierre va venir donner son point de vue. Déjà, embaucher la famille, ça peut être risqué. Pour nous, ça a toujours été une bonne décision, le bon népotisme. Des bons coups. Ou des regrets aussi. Oui, investir en marketing. On a investi des gros montants, puis on continue de le faire tôt. Investir dans la culture, ça a tout été des bons coups pour nous, puis ça continue de l'être aujourd'hui. Des moins bons coups, on a développé des produits à travers le temps, donc avec beaucoup plus de ressources, là, de temps et d'argent. Puis ça a été un flop dans le sens où on ne l'a pas mené à terme parce que c'est difficile, quand c'est pas délimité correctement pour une entreprise de service, de focusser sur le produit, puis tu fais pas de revenus, là, ça ramène pas de revenus, alors qu'une entreprise de service, tu vas en faire, puis des beaux revenus rapidement. Fait que c'est difficile de gérer. Bon, là, on dit non, puis le coût d'opportunité pour développer ce produit-là qui va peut-être être rentable. Fait que ça n'a jamais fonctionné. Là. Puis la COVID n'a pas aidé non plus pour ce produit-là en tant que tel. Mais ça a été des choses des décisions qu'on a prises que, quand tu le regardes aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Mais bref, ça nous a peut-être amené ailleurs, on ne sait pas. Puis si je reviens, investir dans la culture, c'est... Excuse-moi de prendre. Vas-y. C'est très mou investir dans la culture, normalement, quand on entend parler de l'externe. C'est quoi les meilleurs investissements, à ta connaissance, dans la culture pour une entreprise en croissance, là, un peu comme... Là, il y a un lien à faire avec le télétravail. Pour nous, investir dans la culture, c'était de mettre en place des budgets puis des possibilités pour les gens de faire du team building aussi à l'extérieur du travail, vraiment concrètement, juste les heures de travail, puis de libérer les gens aussi pour pouvoir le faire. Fait que c'est des activités, c'est des... Puis là, c'est un peu niaiseux en le disant de même, là, mais c'est des 5 à 7 à tous les mois. On a un comité social à l'interne. Pardon. On a un comité social à l'interne qui ont des budgets. On a un off-site à chaque année. Cette année, c'était au Club Med de Charlevoix. Fait que c'est quand même des gros budgets à considérer pour qu'on puisse être tous ensemble. Puis nos bureaux aussi, c'en est un. Là, on a juste des bureaux à nous, à Montréal, mais on a un beau coworking à Québec. Puis
c'est pas de temps pour travailler. Il y a 16 postes de travail. Si tout le monde voulait aller au bureau, il n'y aurait pas assez de place. C'est vraiment plus un endroit pour se regrouper. Fait qu'on l'a meublé de cette façon-là pour faire des retraites, toutes ces choses-là. Il y a un budget voyage d'équipe ou retraite d'équipe pour justement avoir du temps ensemble. Puis là, il y a différentes équipes là, qui ont différents budgets pour se motiver, pour ramener de la cohésion dans l'équipe et tout ça. Là. Ouais, le fun, cherchez-vous des comptables. À temps plein, pour l'instant, ça va être difficile. Puis devenir comptable. Mais on peut peut-être vous inviter au 5 à 7. Fait que déjà là, c'est juste la partie le fun. Ça serait bien. J'aimerais bien rencontrer les autres fraternels et j'inclus PE là-dedans. Ouais. Écoute, Émilie, merci beaucoup pour ton ouverture, pour ta franchise. Ce mot-là aujourd'hui. Ça me fait pour ta franchise. De nous avoir parlé autant des bons coups, des mauvais coups. J'apprécie que tu nous aies montré un profil d'entrepreneur qu'on parle moins, parce que les gens parlent tout le temps que de leurs bons coups, puis à quel point c'est facile, puis c'est le fun, puis qu'ils font de l'argent, puis tout, alors que la réalité des entrepreneurs, c'est pas ça, pour la grande majorité. Pas du tout. Surtout l'attrait de lancer des produits. Là. C'est oui. Qui demande moins d'efforts de temps. Et ton coût d'opportunité, puis ça, c'est quelque chose que on pourrait continuer. Oui, non, c'est ça. Dire, chaque question pourrait être un podcast, un épisode en soi, je pense. Là. Oui, le coût d'opportunité, sommairement, c'est quoi? Ben, c'est que ça va être quoi le coût en fait, le coût de renonciation, le coût d'opportunité? Ouais. Ça va être quoi si, exemple, je rends pas des services pendant une semaine, mais que je développe tel produit, ben pendant une semaine, j'ai pas rempli de service, je vais peut-être perdre 10, 15, 20 000 $. Par contre, le produit que je développe là, oui, il me coûte de l'argent, mais si je réussis, parce que c'est si, on n'est jamais certain, là, si je réussis à le mener à terme, potentiellement qu'il va me ramener 200, 300 000, donc le 10, 20, 30 000, 50 000 que je ne mets pas que je ne reçois pas pendant ce temps-là. Mais tu n'es même pas sûr, donc c'est une incertitude. Il y a des entreprises qui le font, là, le switch de service à produit, là, dont Workly, une entreprise québécoise qui le font très bien. Mais c'est ça. C'est un gros risque. Exact. Il faut financer le stock après, puis c'est des gros éléments. Puis l'autre chose aussi, ça me fait penser à un client que j'avais il y a quelques années qui, justement par rapport à ça, qui vendait des produits, mais qui avait un problème de financement. Son financement, les intérêts étaient trop élevés. Puis je disais, écoute, il faut que tu règles ton financement parce que tu as de la misère à être profitable, parce qu'il y avait une pression à sans cesse vendre des produits, parce qu'ils disaient, voyons, j'ai quasiment pas d'argent, je comprends pas, j'ai plus d'inventaire, madame. Je dis, oui, mais ton taux d'intérêt sur tes financements sont trop élevés. Fait que prends une couple de jours pour revoir ton financement, ta gestion financière, plutôt que d'acheter du nouveau stock puis revendre, rembourse tes prêts, puis tout. Puis c'était non, c'était concentré uniquement sur le compte de banque, puis rentrer, puis il n'a jamais vu qu'il aurait fait plus d'argent à cesser de vendre pendant quelques jours pour gérer l'interne. Plutôt, c'est pas nécessairement un coût d'opportunité, parce que c'est pas un autre projet sur lequel, mais c'est pour dire que des fois, c'est tout simplement de dire, ben, écoute, relaxe les ventes pour que toi... optimiser certaines choses à l'interne. Optimise d'autres choses à l'interne, puis dans the line, tu vas faire plus d'argent. Ouais. Ça, c'est extrêmement difficile en tant qu'entrepreneur. Prendre une pause de la vente en tant qu'entrepreneur. Mais ça, c'est difficile aussi quand tu es tout seul. Tu sais, ça, c'est l'avantage d'en avoir d'autres avec toi, où il y en a d'autres qui peuvent gérer d'autres choses ou qui peuvent voir les choses différemment. Tu sais, c'est sûr que si toi, tu es vendeur, ben là, tu vas focusser là-dessus. Ou si tu es développeur, tu vas focusser sur la prod. Ou des fois, c'est d'avoir quelqu'un qui t'amène une autre optique de « Hey, le financement, tu sais, t'as pas pensé à ça, mais ça serait... » Mais vous autres, à être 4, comment vous faites? Quand justement, tu disais tantôt, on est 2-2 ou quoi que ce soit. Comment la décision se prend, finalement? Si vous êtes 2-2... C'est bras de fer, roche-papier-ciseaux. J'adore roche-papier-ciseaux. Je pense que tous les conflits devraient se régler par roche-papier-ciseaux. Là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est de l'argumentation, puis il y en a un qui va se rallier aux autres, puis qui va essayer de convaincre, puis tu sais, c'est déjà arrivé là, que c'était pas ma décision, puis que je leur fais confiance. Tu sais, je veux dire, c'est mes partenaires, je les ai pas choisis pour rien, puis on va y aller comme ça, puis à la limite, ça marche pas, puis on va se retourner de bord. Trouve une solution. Exact. Mais il faut faire confiance à un certain point, puis il faut comprendre que tu vas pas gagner toutes les batailles. Ben, comprendre aussi que ce n'est pas des... Tu ne veux pas aller là. Ben, ça peut être... Oui, je suis d'accord à dire des conflits. Je suis d'accord à dire qu'il y a des conflits, mais tu ne faut pas rentrer là avec l'idée de je veux avoir raison. Non, mais puis de toute façon, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a bien des décisions qu'on a prises, qu'une chance qu'on n'a pas pris. Une chance que c'est pas moi qui a gagné l'argumentation à ce moment-là.
Mais juste pour l'explication, c'est jamais genre... L'anecdote, en fait. Non, c'est jamais genre hey, là, je veux tenir mon bout, puis c'est jamais comme ça qu'on a les discussions. Là. Tout le monde est très ouvert, puis ça aide beaucoup. S'il y en avait qui étaient plus têtus, peut-être que ça serait plus difficile de cheminer puis de prendre une décision. Mais ouais, c'est une bonne chose que ça n'a pas toujours été mon opinion qui soit retenue. Est-ce que c'est déjà arrivé, justement, avec tes frères que prennent une décision? Ben oui, c'est ça, hein, Nico ou Alex. T'as toujours été le même. Depuis qu'on est jeune, tu me fais ça. Oui, on va faire des généralisations comme ça, puis on va faire des blagues, puis en même temps, il le sait. Si c'était d'Alex, on serait communiste, tout le monde aurait le même salaire, tout le monde aurait les mêmes parts de l'entreprise, puis tout ça. Fait que, on fait des blagues là-dessus, mais ça nous amène une autre perspective aussi dans les réflexions où, OK, ben oui, les employés, puis oui, comment qu'on peut faire pour... ça amène plein d'aspects intéressants. Merci beaucoup, Émilie. Vrai mot de la fin? Le nom de ton podcast ou le nom du podcast de Turbridge? Ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver? Partout sur les plateformes, là, si on veut l'écouter en vidéo, YouTube, bien entendu, mais il est sur Apple TV et sur Spotify. L'Update Turbridge, ça s'appelle. Super. Merci beaucoup, Émilie. Merci, les gars. Plaisir de te revoir. Au plaisir, en effet. Salut. Merci à tous. Bonne journée.